kind of knew that in terms of the music, like that wasn't my cup of tea, do you know what I mean? Like they knew that they were. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Things et aujourd'hui on va revenir sur ce qu'on pourra appeler la chronique d'une mort annoncée. Le chanteur Zayn Malik, ex du groupe One Direction, a finalement été viré cette semaine par son label RCA Records. Tout semble être parti d'une violente dispute entre lui et Yolanda Hadid, la mère de Gigi Hadid, qui est donc officiellement désormais son ex-petite amie. Il se serait disputé, Zayn aurait eu des mots assez durs envers sa belle-mère, comme du genre putain de S-A-L-O-P-E. Oui, il aurait dit ça à sa belle-mère, mais surtout il est accusé de l'avoir frappé et Yolanda Hadid a déposé une plainte pour détresse physique et mentale. Tout ça fait les choux gras de la presse à scandale et a un véritable impact sur sa carrière musicale. Mais est-ce vraiment pour ça que RCA le vire? Est-ce vraiment parce que RCA défend la cause des femmes qu'il décide de le virer? Ou alors est-ce parce qu'il trouve là une opportunité de se libérer de quelque chose qu'il n'arrivait clairement plus à gérer? Parce que Zayn ne manque pas de talent vocal. Son premier album avec cette vibe R&B alternatif, on retrouvait plusieurs producteurs qui avaient travaillé sur le premier album de Frank Ocean, avaient séduit les critiques, y compris moi. Et finalement, depuis, la machine ne s'est plus jamais relancée. Au contraire, ça n'a fait que chuter au point d'en arriver où nous sommes actuellement. Quelles en sont les histoires véritables? Réussira-t-il à se relancer? C'est ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et c'est le début. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being heard? I know you smell the perfume, the makeup on your shirt. C'était la petite caution plus ou moins R&B du blockbuster pop de Simon Cowell, à savoir One Direction. Sauf qu'à la base, les 5 jeunes hommes anglais ne se connaissent pas. Zayn est un Pakistani baby, c'est-à-dire que c'est un bébé anglais plutôt normal. Ses parents ne détectent pas tout à fait son talent. Effectivement, il chante des fois, effectivement, il écrit des raps des fois, mais pour la famille, ce n'est pas extraordinaire. Il faut aller à l'école, il faut plus ou moins devenir prof d'anglais en fait. C'est une famille plutôt banale qui a des ambitions plutôt classiques. Zayn va à l'école un peu comme tous les garçons de son âge, jusqu'au jour où un chanteur de R&B vient faire une prestation dans son école et ça l'éblouit. Il sent une connexion avec ce chanteur-là. Et d'ailleurs, au niveau du physique, il y a un peu quelque chose, c'est Jay Sean. Le chanteur était en promo de son premier album en 2004 et c'est très intéressant parce que dans cet album-là, bien sûr, il y a plein d'influences R&B, mais il y avait déjà ce mélange avec des sonorités indiennes, hindoues, qui ont fait la marque de fabrique de Jay Sean avant qu'il ne fasse la transition vers les États-Unis. Quand le petit Zayn va l'écouter, il va aimer pour deux choses. La première chose, c'est que dans leur petite maison, ils écoutaient que du R&B, du hip-hop et du rap. Donc il y a ça dans la musique de Jay Sean, mais en plus, il y a toute cette vibe, tout ce mélange un peu originaire de la musique de son père et c'est ça qui va le séduire et lui donner envie de chanter un peu plus souvent parce qu'à la base il rappe plus qu'il ne chante et là il commence à aiguiser ses vocals et effectivement ça va impressionner tout son entourage et c'est à partir de là qu'on va lui proposer de faire plusieurs compétitions de chant. Il va y aller sans trop y croire et un jour donc il va arriver avec X-Factor et il va chanter le fameux Let Me Love You de Mario. You're the type of woman to say good things. Fist full of diamonds, hand full of rings. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. Sur cette année, ça va être l'un des meilleurs chanteurs de la compétition. Il va être éliminé juste avant le dernier round et c'est à partir de là donc que Simon Cowell va avoir l'idée de regrouper plusieurs candidats et d'en faire le fameux groupe One Direction, qui est en fait une formule pop qu'on connaît déjà même au niveau des différents membres. On pourra en parler dans une vidéo sur leur carrière. Mais en fait, Simon Cowell n'invente rien. Il fait un groupe pour adolescents parfaitement calibré, chacun à sa place et l'une des forces de Zayn Malik c'est que c'est un lyric tenor. Au-delà du fait qu'il est plutôt beau gosse et qu'il est donc là pour le côté diversité, exotisme, c'est mythe un peu le quota, bah en fait vocalement il est très intéressant et c'est d'ailleurs la seule chose qui m'avait marqué sur cette formation au début, c'est-à-dire qu'il a un timbre très reconnaissable, une diction presque parfaite et une façon de poser très colorée parce qu'en fait il n'a pas grandi dans un univers pop. Donc de fait quand vous l'entendiez sur n'importe quel titre du groupe, vous voyez tout de suite qu'il avait beaucoup plus et qu'il se retenait. Hand fits in mine like it's made just for me.
Le groupe va avoir un immense succès entre 2011 et 2014 et Zayn va devenir la bête noire d'une partie des fans quand il va annoncer en 2015 qu'il quitte la formation pour se lancer dans une carrière solo. Frustrating. I think I kind of always wanted to go, like from like the first year. Really, I never really wanted to be there, like in the band. Like I just gave it a go because it was there at the time, and then when I realised the direction that we were going in, mind the pun, with the music, I instantly realised it wasn't for me because I realised I couldn't put any input in. I couldn't, you know, give my opinion on this or that because it didn't fit the grain of what we were as a band and what we represented. So that's when it became frustrating for me. That's when I had to be like, I've got to start thinking about something myself. Ce qui était un move commercial absolument parfait pour moi. C'est-à-dire qu'il quitte la formation en premier alors qu'ils sont au summum de leur succès. Il a toujours fait comprendre dans un sens que ses influences étaient plus R&B. Et quand il quitte cette formation alors qu'ils ont encore tout le succès et toute cette presse, tout de suite après, il embraye sur son propre projet solo avec sa propre direction artistique. C'est-à-dire que même si effectivement certains fans le détestaient, c'était le meilleur moyen pour lui de faire une scission, d'aller d'un coup, parce que tout le monde allait écouter ce qu'il allait faire, ce qui s'est évidemment produit. Il a commencé à travailler avec Naughty Boy pour faire une reprise de cette chanson-ci. Tout de suite après, il est entré en studio avec plusieurs producteurs, notamment Malé, qui avait produit plusieurs titres avec Frank Ocean sur son premier album. Et il va donc construire une sorte de son mélange de R&B alternatif et de pop qui était dansé par le single Pillow Talk. L'engouement va être énorme et confirmer le fait que sa stratégie était la bonne. S'il avait attendu d'être parmi les derniers du groupe pour partir, il n'aurait pas eu cette même exposition pour son son qui était beaucoup plus urbain que celui des autres. Il va citer Tupac en tant qu'influence principale de son projet, mais malgré tout, il va pas y avoir énormément de promotion et c'est ça qui va commencer à tiquer. Certes, il va faire un live à la télévision américaine. Il va embrayer sur un autre single qui va avoir une plutôt bonne réception, à savoir Like I Ruled. Et la scène urbaine américaine va plutôt bien l'accueillir. Lil Wayne va être en remix sur le single Pillow Talk. Chris Brown va l'inviter sur le remix All Star de Back to Sleep. He's a great artist. Now he's doing his solo thing, so you know, I know he has a huge fan base, so I know the fans are waiting to hear his stuff. So I'd be cool to get down and collab. You know, I'm not. Can we do that? Can we? No, it's been a long day. It's about to be a long night. C'est Kehlani qui était la seule invitée sur l'album sur le fameux troisième single Wrong. C'était génial parce que c'était une aubaine pour lui. Un chanteur anglais qui n'est pas noir, issu d'un groupe pop, qui est aussi bien accepté de prime abord par la communauté urbaine, c'est rare. Et en plus, de l'autre côté, le public pop de One Direction réussit quand même à lui faire confiance sur cet album, ce qui va faire en sorte qu'il ait 1 million de ventes aux États-Unis, une certification platine. Tout ce qui lui restait à faire, c'était maintenant de confirmer, c'est-à-dire faire plus de prestations live et peut-être une tournée pour pousser l'album encore plus loin. Et c'est à partir de là que les choses vont se gâter, parce que les premières apparitions promo de Zayn en festival vont être annulées. Et ensuite, la tournée Mind of Mind Tour, qui était très importante pour renforcer le lien avec son public. C'est-à-dire qu'effectivement, il a quitté le groupe, il a pris une direction qu'il a assumée, il a vendu dans un premier temps. Maintenant, il fallait renforcer tout avec le public sur scène. Et c'est là qu'il va y avoir le bémol, parce que Zayn sera absent. Il va dire qu'il a une anxiété et ça va être totalement paradoxal avec tout ce qu'il disait dans les magazines écrits en fait. Dans les interviews écrites, il se vantait limite d'avoir quitté la formation. Il expliquait qu'il était frustré par la direction artistique, ce qu'on peut comprendre au vu de tout ce qu'on a expliqué au début de sa carrière. Mais l'incompréhension va venir du fait qu'au moment où il fallait porter tout devant le public, il ne va pas pouvoir le faire en disant qu'il avait des problèmes d'anxiété. Ce qui pour beaucoup de gens semblait paradoxal parce que pendant 5 années, il était quand même sur scène avec tous ses camarades pour des tournées partout dans le monde. Cet état de fait va casser toute la dynamique autour du projet, mais malgré tout, les scores sont admirables. Il a plus d'1 million d'exemplaires vendus aux États-Unis, il est à presque 500 000 en Angleterre. Plusieurs projets veulent de lui, notamment le second 50 Shades of Grey, 50 Shades Darker, après The Weeknd qu'ils avaient donc eu sur le premier volet. Là, ils font appel à Zayn, qui est accompagné d'un des gros blockbusters de la scène pop américaine, à savoir Taylor Swift, et le titre s'appelle I Don't Wanna Live Forever, avec pas mal de vibes pop électro et une petite influence de R&B dans la manière dont c'est posé. Wherever, I just wanna keep calling your name.
Les indicateurs sont à la hausse, la bourse Zayn Malik explose et donc RCA se dit avec ce genre de projet, il faut absolument qu'on enchaîne, on le renvoie en studio et là il va se faire plaisir, il va faire appel à plein de producteurs assez différents et notamment à Timbaland et d'ailleurs sur le premier single officiel, il invite carrément Party Next Door, ça s'appelait Still Got It, donc vraiment un titre très R&B qui pour le coup va d'ailleurs un peu frustrer sa fanbase parce qu'ils aimaient bien ce mélange de R&B et de pop, là c'était très urbain pour eux, même si c'était assez qualitatif. À ce moment-là, nous sommes en 2017, il va lui arriver quelque chose qui était très prévisible de la part de la maison de disques, mais que lui n'avait pas forcément vu venir. C'est-à-dire que quand il a quitté les One Direction, clairement, peu après, le groupe s'est disloqué. Et quand ils se sont disloqués, qu'est-ce qui est arrivé? Les autres aussi se sont lancés en solo. Et il va donc perdre un argument de poids dans le lancement de sa carrière, c'est le côté unique. C'est-à-dire qu'au début, quand tu es unique, tout le monde te regarde. Tous les fans de One Direction, même ceux qui lui en voulaient d'être partie de la formation, ont quand même regardé, sont allés écouter ce qu'il a fait. Quand tous les autres sont arrivés sur le marché, il a perdu son statut un peu unique. D'ailleurs, même musicalement, Liam Payne s'est rapproché de lui avec des titres beaucoup plus urbains comme celui-ci. Harry Styles a pris une direction beaucoup plus pop rock et il a sorti son premier album avec ce premier single Si. Il n'était plus le seul, c'est pour ça que le label voulait accélérer leur démarche au début en se disant il faut absolument qu'il ait un gros statut avant que les autres n'arrivent. Les autres sont arrivés avant que son second album ne sorte, mais ils vont quand même avoir une grosse chance, c'est-à-dire qu'un titre sur lequel il avait travaillé avec Sia, à savoir Dust Till Down, va réussir à cartonner en Europe et beaucoup moins aux États-Unis, mais malgré tout ça va être un autre succès pour lui qui était donc censé relancer la machine. Une des choses qui fait que RCA continue de voir tout en grand pour Zayn, c'est sa compagne, à savoir Gigi Hadid. Leur couple passionne les adolescentes et les adolescents. Elle était dans le clip de son premier single. Jose! He and Gigi arrived hand in hand on the fashion in an age of technology. Their first carpet together and Gigi showed some. Ils commencent à s'afficher ensemble en 2017, ça fait parler. Et le label espère bien sûr capitaliser pour vendre cette musique sur cette relation qui intéresse la presse people. Le seul souci qui se pose pour eux, c'est qu'apparemment Zayn est un peu compliqué à gérer. Et notamment pour cet album-là, il a enregistré plein de chansons, comme on l'a dit tout à l'heure, avec plein de producteurs différents. Le truc, c'est que l'ensemble va dans tous les sens et qu'il ne se décide pas. Il ne se décide tellement pas qu'au final, le label le laisse faire et ils vont sortir l'album de 26 chansons qui va s'appeler Icarus Fall avec comme troisième single la chanson qui s'appelait Let Me. Let Me était très intéressante parce que le plan marketing autour de la chanson était la représentation de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il disait la voix écrite pour Gigi, il était un homme fou, amoureux et ce genre de choses. Sauf que la vie va bizarrement les rattraper pile au moment de l'annonce de la sortie de ce single-là sur deux plans. Le premier plan, c'est qu'ils vont rompre. Alors que le plan marketing est de sortir cette chanson-là pour dire à quel point ils l'aiment, ils rompent à ce moment-là. Le second truc, c'est que cette rupture va entraîner quelque chose de fatal au niveau du management de Zayn Malik. C'est qu'ils vont publiquement, et ça c'est hyper rare, je vous l'ai déjà dit, que des managers viennent devant la presse et disent « Lui là, on n'en peut plus, on le laisse tomber. Franchement, c'est ingérable. » C'est exactement ce que l'équipe de First Access Entertainment va venir dire devant les médias. Ils vont dire, il est irrespectueux, il est ingérable. Depuis 2016, on fait absolument tout pour ce gars. On lui a booké des tournées, des interviews. Il ne veut rien faire. Et en plus, là, en pleine promo, un autre employé qui s'occupait de lui, il a eu des mots intolérables. Sa meuf n'est plus là, on ne peut plus le gérer. Qu'il se débrouille. Et c'est donc là que l'ère de Zayn Malik va complètement s'effondrer sous ses yeux. Pourquoi? Parce que le label, en réalité, ne réussissant pas à le gérer, passait par l'agence et par l'argent, en se disant on paye, si ça marche tant mieux. Dès que les agents ne vont pas être là pour pousser et soutenir la promo partout en radio, on va tout de suite voir les effets sur le single Let Me en fait. Déjà le pitch marketing de la chanson était foutu parce qu'ils avaient rompu, mais en plus la chanson dans les radios va être très mal défendue après le tube avec Sia parce qu'il venait de rompre avec son management et que la suite de la promo de l'album, vu qu'il était hyper compliqué, ne pouvait pas être assurée par le label. Donc ils vont finalement abandonner l'album, ils vont sortir un autre single avec Timbaland plus tard.
Si cet album avait par exemple eu 13 titres, il aurait été beaucoup plus abouti que ce qu'on a eu là, à savoir 27 chansons qui allaient dans tous les sens, et ça aurait peut-être mieux structuré sa base fan. Non seulement ça allait dans tous les sens, mais en plus la promo était bordélique. Il semble s'être mal comporté avec son management qu'il a abandonné en pleine promo. Le label était en retrait et clairement la fin de l'ère a été catastrophique parce qu'il a vendu de fait moins de 300 000 exemplaires dans le monde. À partir de là, pour moi, son cas est devenu très intéressant parce que RCA virait beaucoup d'artistes à cette époque. Ils ont viré Fantasia, Monica, Tinashe, toute personne qui ne rapportait pas là sur le coup était virée. Et bizarrement, Zayn semblait rester là alors que le gars ne faisait aucune prestation, que son dernier album ne s'était pas vendu. On aurait pu se dire, bon, le gars vient quand même d'avoir 2 très gros hits, donc ils espèrent faire quelque chose de lui. De l'autre côté, sa relation avec Gigi Hadid s'est relancée, donc il est devenu un personnage quand même médiatique. People, on les voyait poster des photos ensemble, avoir un enfant. Donc il y avait un intérêt people autour de la personne, et c'est donc comme ça qu'on l'a laissé retourner en studio et faire un autre album exactement comme il voulait le faire. Il est encore revenu à quelque chose de très R&B avec des pincées de pop. Il a appelé certains producteurs, certains songwriters comme Lucky Day, et d'ailleurs le premier single a été coécrit par ce dernier, à savoir Better en 2020. Selon lui, c'était son album le plus personnel et malheureusement le public ne va pas suivre, ce qui s'explique en réalité très simplement. Nobody is Listening, qui va arriver quelques mois après le premier single et où on retrouve par exemple des apparitions de Sid du groupe The Internet. Ou encore qu'il y a des titres vraiment sympathiques comme Vibes. Est un projet totalement hors sol. Il a une grande qualité, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins resté sur sa ligne de se dire je vais faire une sorte de R&B parfois mélangé avec de la pop. Sur Icarus Fall, le problème c'était que c'est tellement mélangé à tout et à n'importe quoi que l'album n'avait pas de direction artistique claire. Mais on voit quand même que malgré tout, partant d'un groupe de pop, son objectif était quand même de faire cette musique qu'il a toujours aimée et qu'il aime depuis qu'il est tout petit. Le seul souci c'est que globalement c'est sa seule cohérence. Tout le reste autour n'est pas du tout dans l'objectif de se dire j'ai un public de fans de pop, je les amène à moi et je construis avec eux. Le reste peut-être parce qu'il est véritablement malade et qu'il a un véritable problème d'anxiété, ou alors peut-être parce qu'il a un sale caractère comme le disent ses managers, ou alors peut-être même les deux, fait en sorte qu'il n'a pas pu éduquer son audience pour aller vers où il va en fait. Il n'a absolument rien pu consolider après le buzz du premier album, et dans cette interview où il dit qu'il ne veut pas faire de concert pour chanter au public des chansons qui ne sont pas des hits, mais il veut des concerts où tout le monde connaît ses chansons, il n'y a que hit sur hit, à la Michael Jackson, en fait Michael Jackson a travaillé pour en arriver là, Prince a travaillé pour en arriver là, Madonna a travaillé pour en arriver là, Janet Jackson, Beyoncé et tous les autres, ils ont travaillé pour en arriver là. Ça ne veut pas dire que le fait de chanter en studio, d'enregistrer des chansons n'est pas du travail. Ça veut juste dire que pour pouvoir arriver aux objectifs qu'il prétendait atteindre, il fallait en faire beaucoup plus que ce qu'il n'a fait, surtout dans l'ère dans laquelle nous sommes en fait. Nous sommes dans une ère où les gens ont besoin d'avoir un rapport de proximité avec les artistes et en plus dans le genre de groupe dans lequel il a été fait en fait. Même des Kate Bush ou alors des Mylène Farmer ont construit leur carrière d'abord en donnant au public avant de les sevrer et d'avoir ce côté mystère en fait. Lui est venu avec un public très jeune et finalement il n'a pas su garder leur intérêt, il n'a pas su les transformer sur le long terme et ça lui a coûté extrêmement cher, dont le flop de cet album là. En plus il semblait maintenant vouloir se diriger vers un son plus hip-hop old school. Il a sorti des chansons beaucoup plus rap récemment. Et je pense que tout ça, tout ce potentiel que RCA doit penser gâcher, parce qu'effectivement il est peut-être malade en fait, ses problèmes d'anxiété, le fait qu'il ne veut pas faire beaucoup d'interviews télévisées, le fait qu'il ne veut pas faire de concerts, le fait qu'il ne veut pas faire de prestations à la télé, peut-être que c'est effectivement médical, mais leur problème doit venir du fait que pendant 5 ans avant qu'il ne le signe, il faisait tout ça avec les autres. Là d'un coup il est seul, il ne peut pas le faire et ils ont dû se dire tout le potentiel qu'on pouvait avoir avec lui pour le faire exploser. Il avait une belle meuf, une belle voix, les fans de One Direction avaient les
les yeux rivés sur lui à sa sortie. Finalement, c'est tombé dans l'eau et je pense qu'eux n'attendaient que l'opportunité de trouver la bonne raison de le virer. Et elle est effectivement arrivée avec cette bagarre qui aurait eu lieu entre lui et la mère de Gigi Hadid. Il semble vouloir passer par l'argument du fait que oui, nous sommes plus respectueux de la cause des femmes, MeToo est passé par là. Mais en réalité, c'est une hypocrisie totale parce que RCA a toujours Chris Brown. J'ai pas besoin de vous dire tout ce que Chris Brown a fait. Ou encore Justin Bieber qui a été accusé, pas condamné, accusé de viol. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse sur la carrière de Zayn Malik. Dites-moi ce que vous pensez de lui, de sa voix déjà. Est-ce qu'il méritait une meilleure carrière? Est-ce qu'il ne méritait rien du tout? Est-ce que ce qui lui est arrivé est de sa propre faute? Ou alors est-ce que le public aurait dû être plus indulgent avec lui et comprendre ses problèmes d'anxiété? Finalement, qui a raison, qui a tort? Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade de sa carrière, il peut encore faire un comeback si un autre label le récupère? Est-ce que selon vous, il peut encore signer chez une grosse maison de disques américaine? Ou alors est-ce que c'est totalement terminé et il n'a plus qu'à attendre la réunion des One Direction dans 10 ans où il sera obligé de monter sur scène pour gagner sa vie? C'est ça le paradoxe en fait, c'est-à-dire que même si les One Direction reviennent et qu'il doit dans quelques années se remplir les poches, en fait ça passera par la tournée en fait. Donc peut-être que soit il va totalement quitter l'industrie, soit s'il remonte sur scène avec eux dans 10 ans, il se dira mais merde, j'aurais dû monter sur scène tout seul quand je pouvais le faire pour pouvoir séduire le public et franchement asseoir ma place dans le game. Bref, dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, notamment celle sur Azealia Banks qui avait traité Zayn Malik, attention pour les plus sensibles, de pack qui pue le curry. Je vous mets un petit à suivre parce que c'est dans la vidéo sur la carrière d'Azealia Banks qu'on en parlera. À très vite pour une nouvelle vidéo.